Est-ce que la blockchain est un facteur de résilience? C'est la question qui nous a poussé à mener cette interview. A priori, la blockchain permet de dupliquer des données, d'avoir des copies de registres accessibles partout, d'éviter les risques liés à la centralisation des données. Mais jusqu'à quel point? Dans quel cas, dans quel type de projet, dans quel type de situation la blockchain était une bonne option à considérer, notamment pour susciter la résilience? Quelles sont les bonnes stratégies et comment maîtriser les coûts? Voilà ce que nous vous proposons de voir aujourd'hui avec Marc Durand. Marc Durand accompagne les entreprises dans la mise en place de leur transformation digitale depuis plus de 30 ans. Il a participé à de nombreux projets en Chine, aux USA, en Europe, pour le compte de grands groupes comme AXA, Groupama, BNP Paribas, Société Générale, Airbus, Nokia, etc. Fort de son expérience auprès de sociétés de toute taille en tant que blockchain leader pour IBM Cloud, il a créé Capalt en 2018 avec l'ambition d'offrir autour de cette technologie des prestations de conseil et de mise en œuvre opérationnelle. Marc a par ailleurs un PhD en mathématiques appliquées de l'université Pierre et Marie Curie. Alors Marc, nous sommes ravis d'échanger avec toi aujourd'hui. En quoi la blockchain peut-elle contribuer à la résilience des entreprises? Alors bonjour, et je suis tout à fait enchanté de répondre à tes questions sur ces sujets-là. Alors, par rapport à la résilience, j'allais dire que la blockchain, en tant que telle, est un outil qui va permettre aux sociétés, aux organisations au sens large, puisque évidemment, ça peut être, euh, ça peut être des sociétés, ça peut être l'administration publique, des universités, des communautés au sens large, puisque la blockchain, c'est équivalent au mot écosystème. On travaille en groupe. Donc la résilience, j'allais dire, elle prend différents aspects quand on veut utiliser de la blockchain ou quand on a utilisé de la blockchain. Il y a d'abord effectivement les aspects, on va dire, de cybersécurité par le cryptage des données, le fait qu'il n'y a plus un... Par définition, la blockchain, c'est distribué. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, on a une copie du registre partout. Et par rapport à un phénomène de hackage, il est clair que la distribution des données change complètement les règles de la protection des données. Donc, on est dans un mode décentralisé, donc quelque part beaucoup plus simple à protéger qu'un système centralisé où il suffit de toucher le point sensible pour récupérer l'ensemble des données. Donc, beaucoup de cryptographie, ça c'est le point évidemment clé qui définit la blockchain et donc qui joue un rôle dans la résilience. Alors maintenant, il y a un aspect complètement différent, je dirais, de la résilience, qui est le fait que par définition, les gens qui ont lancé des projets blockchain ou qui ont des projets blockchain, eh bien, ont appris à travailler de manière différente avec leur écosystème, c'est-à-dire avec leurs fournisseurs, avec leurs distributeurs, avec leurs clients, parfois avec leurs compétiteurs, puisqu'on voit émerger un certain nombre de plateformes où, par définition, l'ensemble d'acteurs, y compris en pure compétition, vont collaborer sur une plateforme partagée. Donc, à partir de ce moment-là, on est dans des modes où on est beaucoup moins sensible aux discontinuités et on peut anticiper mieux, j'allais dire, les difficultés, les discontinuités qui apparaissent, en particulier ce qu'on a vu apparaître avec le Covid, sur les problèmes de la supply chain au sens large. Donc, j'allais dire, la blockchain joue là un rôle de liant et d'éléments mis en commun en parallèle de cet aspect, j'allais dire, de cybersécurité, de protection des données, de cryptage. Il y a un aspect qui est totalement différent, qui est le fait qu'à partir du moment où on est dans une initiative blockchain, alors évidemment pas tout seul, on est dans son écosystème, avec ses fournisseurs, avec ses distributeurs, avec ses clients, avec ses compétiteurs, puisqu'on voit de plus en plus de plateformes blockchain qui permettent à des entreprises ou à des institutions au sens large en compétition à partager des informations ou des processus. Eh bien, la résilience, là, elle va être illustrée par le fait que une organisation va pouvoir anticiper, va travailler de manière beaucoup plus fluide et va éliminer un certain nombre de difficultés qu'on a vu apparaître, par exemple, avec la crise du Covid ou de la Covid,
puisque c'est un féminin, tout ce qui est discontinuité dans la supply chain, dans l'approvisionnement, dans l'anticipation. La blockchain, elle permet, j'allais dire, c'est une sorte d'élément qui va permettre d'avoir une intelligence globale qui est supérieure à la somme des intelligences locales par le partage de données en temps réel et qui va permettre une meilleure prise de décision basée sur des informations à la fois fiables, mais surtout que l'on peut partager avec des acteurs dans la chaîne de valeur. Merci beaucoup, Marc. Maintenant, est-ce que tu voudrais nous parler du projet Alliance, qui a justement regroupé plusieurs grands groupes industriels français, des universités, des entreprises, des startups? Je crois que tu avais participé à son émergence. Oui, alors l'Alliance Blockchain France, donc l'ABF, c'est effectivement une association. Alors la genèse, ça date à peu près de 18 mois et c'est au départ, comme toujours, c'est un tout petit groupe d'entités qui travaillaient ensemble et qui a fait le constat assez basique qu'il y avait un certain nombre d'initiatives qui se lançaient en Europe depuis un certain nombre d'années. Alors, les exemples les plus célèbres, c'est Alastria en Espagne, mais il y a ID Union en Allemagne autour de l'identité décentralisée, il y a des choses en Italie, il y a des choses en Hollande, etc., etc. Et la France n'avait pas lancé l'équivalent. Donc, le but, c'était de créer une association, hein, c'est une association de loi 1901, qui a démarré officiellement en février de cette année, avec une vingtaine de groupes, on va dire, fondateurs, qui vont de la start-up au grand groupe. Hein, tu citais Orange, il y a Imprimerie Nationale Group, il y a Atos, il y a Suez, etc., plus des start-up, plus des entités du monde académique. Il y a l'IRT, il y a le CEA, il y a des universités comme l'Université de Lille, qui a été un élément majeur dans la création de cette alliance. Donc le but, c'est pas de se substituer, j'allais dire, à une fédération ou à un syndicat qui existent, hein, qui font très bien leur travail. C'est vraiment de créer une infrastructure avec des nœuds pour faire tourner en France et les mettre à disposition, j'allais dire, de toute entité légale, hein, alors que ce soit une entreprise, que ce soit une université, qui a envie d'utiliser une blockchain pour donner un accès, on va dire, beaucoup plus simple et potentiellement, évidemment, beaucoup plus intéressant financièrement, puisqu'il y a une mise en commun et un partage d'infrastructures pour la communauté française au sens large. Donc, il va y avoir un travail qui démarre maintenant. Il y a eu un travail technique pour mettre en place. Alors, c'est agnostique technologiquement. Tout ce qui est mis à disposition, c'est évidemment, j'allais dire, mis à disposition. Les développements se font en logiciel libre et on met à disposition des briques, y compris des couches transverses de style identité, puisque l'identité est un élément fondamentalement important, j'allais dire, sur tous les projets blockchain, et que la France a besoin de se fédérer un peu en termes, puisqu'il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup d'expertise, et donc on travaille à mettre en place, j'allais dire, ces briques, ces composants, qui permettront après aux membres de l'association de créer, s'ils le veulent, des applications verticales, mais qui, elles, rentreront dans le domaine de la, entre guillemets, de la compétition économique. Donc nous, on est sur les couches et les composants communs qui doivent être partagés par l'écosystème français. Et donc là, on a démarré, donc on a essayé de démarrer petit pour mettre le pied à l'étrier le plus rapidement possible. Mais si on compare aux autres associations internationales, elles atteignent très vite des centaines de membres parce qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande, à la fois pour les startups, pour les PME, PMI, enfin, toute entité ou toute organisation qui n'a pas forcément les moyens, j'allais dire, de payer les blockchains as a service qui sont disponibles sur le marché et qui, en général, coûtent relativement cher. Donc là, on a envie d'une mise en commun
par rapport à cette communauté qui démarre et qui se lance déjà dans un certain nombre de projets. Ça veut dire en fait que les fondateurs, ce sont à la fois des utilisateurs et des co-créateurs de briques? Oui, alors clairement, effectivement, on a à l'intérieur des créateurs, on a des gens qui sont, alors j'allais dire des fournisseurs de solutions, on va dire de blockchain, ou en tout cas d'éléments de la blockchain, hein. On a des gens comme Nomadix Lab qui sont liés au protocole Tezos. On a des gens comme Orange Business Services qui ont des briques ou qui développent des briques. Et on a aussi, j'allais dire, des startups ou des groupes plus importants, comme le groupe Suez, qui, eux, sont plutôt du côté utilisateur des infrastructures et donc qui sont là pour, j'allais dire, essayer de d'ériger des règles. Alors, on n'en est pas du tout à ériger des normes ou des standards, c'est pas le but, mais c'est d'avoir effectivement à la fois les besoins qui s'expriment, parce que le but, c'est pas de construire une autoroute et puis après de faire venir les véhicules dessus. C'est effectivement, et c'est toujours compliqué à faire, alors le phénomène entre la poule et l'œuf, c'est-à-dire de mettre à disposition une infrastructure, mais avec des cas d'usage, j'allais dire, qui soient relativement définis, et donc on commence à travailler avec des filières ou des secteurs industriels, sachant que pour le moment, on a une demande qui est liée, j'allais dire, à de la traçabilité, de la supply chain, de l'économie circulaire, de l'identité. Hein, il y a beaucoup de projets qui sont liés à l'identité décentralisée, qui est vraiment un élément majeur, surtout avec le portefeuille électronique qui se met en place au niveau européen, où la France, comme tous les autres pays, devra, j'allais dire, respecter les normes et standards érigés. Donc on a un mixte entre des gens qui peuvent fournir des solutions et des gens qui sont là pour guider et orienter vers les besoins, on va dire, métiers fonctionnels. Alors Marc, la blockchain et l'écologie, compatibles ou pas compatibles? Alors, c'est une excellente question. On entend depuis maintenant effectivement une dizaine d'années, hein, en tout cas à partir du moment où le Bitcoin est devenu populaire. J'allais dire, donc là, il faut vraiment distinguer deux univers. La consommation énergétique de la blockchain, elle est liée, j'allais dire, à l'algorithme de consensus. D'accord? Et quand on est dans les toutes premières blockchains, c'est-à-dire essentiellement, on va dire, Bitcoin et Ethereum, le consensus utilisé, il s'appelle Proof of Work, c'est la preuve de travail, parce qu'on est dans un univers complètement pseudonyme, où les gens ne se connaissent pas, ne se font absolument pas confiance, et à ce moment-là, l'algorithme, il est adapté, j'allais dire, à ce mode de fonctionnement. Et donc, il est effectivement extrêmement consommateur d'énergie, tout simplement par sa fonctionnalité. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est mal pensé, on va dire, c'est parce qu'il est exactement pensé pour ça. Et à ce moment-là, le proof of work, effectivement, en particulier si on prend Bitcoin, j'allais dire, il y a une énergie qui correspond, alors mes chiffres ne sont plus à jour, mais j'allais dire qui correspondent à la consommation domestique de pays comme le Danemark ou l'Autriche. C'est-à-dire, c'est vraiment des chiffres extrêmement forts, parce qu'il y a des mineurs, parce qu'il y a du minage. Donc c'est à la fois l'action des mineurs et le fait de récompenser les mineurs en les payant en crypto-monnaie. Et ça coûte beaucoup d'énergie liée à la preuve de travail. Maintenant, j'allais dire, les processus ont évolué. Il y a un nouveau, algorithme de processus qui s'appelle le proof of stake, d'accord, qui va remplacer pour Ethereum, par exemple, la preuve de travail, la preuve d'enjeu. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, toutes les blockchains, j'allais dire, qui fonctionnent en mode permissionné, donc les blockchains en gros qu'on retrouve, pour faire simple, hein, c'est une simplification, mais j'allais dire dans le monde B2B, elles fonctionnent avec des consensus qui sont totalement différents. Les acteurs ne se font peut-être pas confiance, mais se connaissent. On n'a pas du tout
le même niveau de décentralisation absolue que l'on connaît dans Bitcoin. Et à ce moment-là, la consommation, elle est complètement comparable à un système traditionnel, transactionnel, traditionnel. Donc à partir de ce moment-là, la réponse, je dirais, eh bien, si on regarde le côté purement Bitcoin ou Ethereum, on va dire historique, eh bien, la preuve de travail, c'est clair qu'il y a une consommation énergétique extrêmement élevée, mais que pour les autres applications et les autres consensus, il n'y a aucun problème particulier à utiliser la blockchain. Ça serait un paradoxe parce qu'on voit apparaître la blockchain de plus en plus dans des projets liés, j'allais dire, par exemple, à l'énergie, à l'économie circulaire, aux consommations d'énergie, à l'énergie verte, à la distribution intelligente d'énergie. Donc, ce serait quand même assez paradoxal d'utiliser un système absolument énergivore pour essayer de sauver la planète de l'autre côté. Merci beaucoup. Et alors, les bons cas d'usage de blockchain en B2B, en B2C? Alors, c'est une vaste question parce que si on savait y répondre de manière simple, déjà j'aurais plus de travail puisque en tant que conseil dans ce domaine-là, on passe beaucoup de temps effectivement à évaluer les opportunités. Les bons cas d'usage, j'allais dire, de la blockchain, c'est effectivement de prendre du recul par rapport aux possibilités technologiques, parce qu'il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de proof of concept qui ont été lancés, j'allais dire, sur des bases où on regardait plutôt la technologie que l'applicabilité ou la véritable application. Donc, par rapport à ça, les bons sujets sont des sujets, j'allais dire, où on arrive à travailler de manière relativement homogène dans plusieurs dimensions. C'est-à-dire que la première dimension, c'est effectivement de dire est-ce que la blockchain apporte quelque chose technologiquement, parce que honnêtement, s'il y a une autre technologie à prendre, il vaut mieux aller vers une technologie qui est plus mature, moins chère et qui a fait ses preuves depuis des années, voire des dizaines d'années. Donc là, il faut vraiment regarder les cas d'usage où la blockchain amène une véritable valeur ajoutée et en même temps, il faut regarder dans quel écosystème on va se situer et quelle est la gouvernance associée. C'est vraiment les trois facteurs qui sont indissociables et sur lesquels il faut travailler de manière homogène pour trouver les bons sujets. Alors les bons sujets, j'allais dire historiquement, il est clair que la première application de la blockchain, ça a été le Bitcoin, et donc à partir de ce moment-là, ça a beaucoup intéressé les banques et en parallèle les gens qui étaient tiers de confiance, puisque dans la blockchain, il n'y a plus besoin d'intermédiaires, il n'y a plus de tiers de confiance, donc ça a intéressé dans le domaine bancaire, en particulier en B2B, beaucoup d'opérateurs où le rôle de la blockchain est plutôt un rôle de, j'allais dire, éviter un tiers de confiance. Il y a beaucoup de sujets en corporate finance, en trade finance, qui ont émergé et qui ont donné lieu à des réalisations internationales importantes. Alors la deuxième vague, elle est venue avec la supply chain. Très clairement, la supply chain, la traçabilité, donc ce qu'on retrouve dans le monde industriel pour le suivi des pièces, les relations entre les clients, les fournisseurs, les distributeurs, où là, on va avoir un historique infalsifiable, partagé par tous, de l'ensemble des transactions, donc de l'ensemble, on va dire, par exemple, de l'échange de pièces, du suivi des stocks, qui va pouvoir effectivement fluidifier de manière extrêmement forte et de sécuriser en parallèle tous les échanges de données à l'intérieur d'une chaîne de valeur. Donc là, il y a beaucoup de sujets autour de ça, mais on voit apparaître la blockchain dans l'immobilier, dans l'énergie, il y a beaucoup de projets dans l'énergie, il y a des projets maintenant de plus en plus nombreux dans l'administration, alors que ça soit sur les gestions, comme on parlait tout à l'heure, éventuellement des problèmes liés à l'identité, mais il y a des choses autour des diplômes, il y a des choses sur les flux entre deux pays qui vont utiliser la blockchain. Donc, on trouve la blockchain dans l'économie circulaire. Donc, maintenant, on a un spectre extrêmement large qui a dépassé largement le tertiaire d'applications. Alors, qui sont, j'allais dire, historiquement, la blockchain, comme je disais, c'était Bitcoin, donc c'est des échanges crypto-monnaies, on est vraiment de pair à pair. Là, on est dans le marché, quelque part, du C2C, consumer to consumer.
Après, les premières applications réelles, j'allais dire, ont plutôt touché le monde B2B. On commence à voir des choses effectivement après en B2B2C. Par exemple, la traçabilité alimentaire, eh bien, ça impacte évidemment le consommateur final. Maintenant, on voit apparaître, si vous voulez, il y a tout un champ que l'on voit apparaître autour de la finance décentralisée, des NFT. Alors, j'allais dire, les NFT en particulier, c'est des tendances nouvelles. Donc, j'allais dire, comme tout phénomène, il y a un fort phénomène de mode. Maintenant, j'allais dire, il va falloir attendre un peu de temps que la vague permette de voir effectivement les véritables applications au-delà des engouements qui sont parfois. La blockchain a donné lieu à beaucoup d'engouements, j'allais dire, comme toute technologie. Hein, on est vraiment dans la courbe du Gartner, et donc il y a des projets qui ont, j'allais dire, mis beaucoup de temps à émerger et surtout à donner des réalisations complètes. Je vais vous prendre un exemple très simple. Quand la blockchain est apparue, on a dit ben c'est un élément tout à fait fondamental, par exemple, pour la tenue des registres des cadastres. Et c'est vrai. Maintenant, mettre en place un cadastre dans un pays qui n'en a pas ou de manière embryonnaire, on peut bien imaginer que les difficultés ne sont pas simplement technologiques. Elles sont, j'allais dire, économiques, politiques, organisationnelles. Donc la blockchain, ne l'oublions jamais, c'est un problème d'écosystème et comme on en a parlé tout à l'heure, de gouvernance. Et donc les projets blockchain sont souvent beaucoup plus compliqués à mettre en œuvre pour les parties. Quel écosystème, quelle croissance de mon écosystème et quelle gouvernance, que pour des problèmes purement technologiques. Merci beaucoup, Marc. Tu nous as beaucoup clarifié ces questions. Merci beaucoup de nous avoir expliqué le projet Alliance, l'Alliance Blockchain France. Et puis, donc, je retiens vraiment que, effectivement, la blockchain, c'est une affaire d'écosystème, de gouvernance, elle intervient pas mal dès qu'il y a tiers de confiance, besoin de traçabilité, que pour les NFT, on va voir ce que ça donne à l'avenir. Merci beaucoup pour cet ensemble et on échangera sans doute encore bientôt sur d'autres aspects ensemble. Merci, bonne journée à tous. Merci, avec très grand plaisir. À bientôt.